59 000, bien, ces montants-là, ces seuils pourraient augmenter. Donc, on paierait un petit peu moins d'impôts. On parle également d'une augmentation du crédit de base qui ferait que beaucoup plus de gens ne paieraient tout simplement pas d'impôts. Ça reste des beaux projets. On verra comment ça va se refléter sur le terrain. Mais on dit que le système d'imposition actuellement freine la création d'emplois au pays et le développement économique. C'est pas d'hier qu'on dit ça. Oui. Hein? Incendie et évasion. Exactement. D'abord, Annie Gagnon, incendie du côté de Longueuil, c'est dans une résidence. Oui, résidence unifamiliale, donc survenue vers les 6 heures ce matin. On ne connaît pas encore la cause, mais il semblerait que c'est une fournaise qui aurait mal fonctionné. Une seule personne était à l'intérieur au moment de cet incendie-là, une dame dans la cinquantaine. Elle n'a pas été blessée, mais la résidence, elle, a été lourdement endommagée, presque une perte totale. Et samedi, en fin de soirée, il y a un détenu de la prison de Sainte-Anne-des-Plaines qui s'est évadé. Il s'agit de Thomas William Carroll, qui est originaire de St. Catharines, en Ontario. Il s'est rendu à une rencontre des alcooliques anonymes et vers 22h30, son gardien qui l'accompagnait s'est rendu compte que le prisonnier a profité d'un moment d'inattention pour s'évader. L'homme de 32 ans purgeait une peine d'emprisonnement à vie pour meurtre, donc activement recherché par la police. Assez surprenant d'ailleurs qu'il n'y ait eu qu'une personne avec lui lors d'une sortie comme ça. Hein? Des questions à poser de ce côté-là. Évidemment. Merci, Annie. Au revoir. Un mot terminant sur le déraillement de train en Allemagne. Le bilan qui s'alourdit, Guy, on parle maintenant de ce déraillement dans l'ouest de l'Allemagne, de 4 morts et d'une cinquantaine de blessés à Wuppertal dans l'ouest. Une dizaine de personnes qui sont dans un état grave. Le train, vous le voyez, a fait une chute d'une dizaine de mètres ce matin à l'heure de pointe, donc on peut penser qu'il était bondé, bien qu'on ignore le nombre exact de personnes qui se trouvaient à bord. On parle d'un crampon oublié sur la voie qui sera à l'origine de cet accident-là qui a causé le déraillement. Ce train-là est un train suspendu, donc la rail se trouve au-dessus du train, et c'est la première fois qu'un train de ce type-là subit un tel accident, qu'il y a une telle tragédie. Cependant, dans le monde ferroviaire en Allemagne, ça fait plusieurs tragédies récemment. Et également du côté de LCN, on va rejoindre tout de suite François. François, aujourd'hui, vous surveillez du côté de ce qui va se passer à Ottawa là, concernant ces discussions sur ce qui se passe au Kosovo. Oui, parce que c'est la rentrée parlementaire, donc il y aura un débat aujourd'hui. Débat, par exemple, où le premier ministre Jean Chrétien sera présent, mais où les partis d'opposition ne pourront pas poser de questions aux différents ministres concernés et il n'y aura pas de vote. Mais quand même, aujourd'hui, au Canal Nouvelle, on va surveiller ça pour vous. En tout cas, à tout le moins, enfin, on en parle. Oui. Merci. Au revoir. Au revoir, François. Merci beaucoup, Jean-François. À tantôt. Est-ce que vous avez, vous, des inquiétudes concernant le bug de l'an 2000? Bien, tout le monde en a un petit peu, hein? Mais à mesure qu'on avance... C'est ce que j'ai remarqué à mon retour chez nous. Je voulais régler mon ordinateur. L'heure avait été changée. Ah oui? Seul. Ah oui? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est venu visiter chez nous? J'ai tripoté mon ordinateur. On a fait des tests en fin de semaine récemment à l'aéroport de Denver, qui est un gros aéroport. L'heure de la prise d'otage serait peut-être cachée encore à l'intérieur du salon. Rappelons que vers 5 heures ce matin, les 2 otages ont quitté les lieux. On n'est pas en mesure de dire s'ils ont été libérés par le suspect ou s'ils ont réussi à se défaire de leurs liens. Vers 1h30, il y a un homme armé d'une arme de poing qui est entré à l'intérieur du salon de billard. Il a menotté une employée et un client à l'intérieur des salles de bain. Le client avait avec lui un téléphone cellulaire et il a pu ainsi composer le 911 et parler aux policiers et dire ce qui se passait à l'intérieur. On parle maintenant avec le capitaine Gaétan Labbé de la police de Québec. Où en êtes-vous rendu dans l'opération? On est présentement en train de terminer la fouille de l'édifice et avec le maître chien et l'équipe d'endiguement. Et au moment où on se parle, on n'a pas retrouvé personne à l'intérieur. Pensez-vous qu'il peut être caché, peut-être dans les plafonds? Possiblement, on va vérifier l'ensemble de la bâtisse. Avec le maître chien, on sera en mesure de vous donner un retour tout à l'heure dans les prochaines minutes. Mais pour le moment, on n'a pas retrouvé personne. On va regarder partout au niveau de l'édifice. Pour les 2 otages, est-ce qu'ils ont pu donner une description du suspect? On a relativement une bonne description de l'individu. Et grâce à cette description, on sera en mesure, peut-être un peu plus tard dans le courant de la journée ou dans les prochains jours, tracer un portrait robot. Merci. Alors, merci, Eve-Marie. Il y a une femme qui a été victime d'un vol plutôt inusité. Oui, exactement. En fait, ça s'est passé dans une caisse populaire vendredi dernier et c'est Rosa Germosen qui en a été la victime. En fait, ce qui s'est passé dans cette caisse populaire de la rue de Maisonneuve, c'est que 2 braqueurs cagoulés se sont présentés. Il y avait des clients à l'intérieur et ont pris cette dame à peu près en otage, finalement. Lui ont mis le pistolet sur la tempe. Alors, imaginez ce que cette dame-là a dû vivre. Et on dit, si vous ne nous donnez pas l'argent à ces employés qui étaient retranchés derrière des comptoirs, c'est blindé, cette caisse-là. Et on dit, si vous ne donnez pas l'argent, eh bien, on va tuer cette femme-là. Les employés n'ont pas obtempéré. Voici ce que cette dame avait à dire à la suite de la mésaventure. Personne n'ouvrit la cage, personne, tout le monde me cachait. C'est ma vie qui compte, c'est ma vie. Et personne de vous m'a aidé, personne, c'est ma vie.
Il faut dire que chez Desjardins, il y a 2 consignes. Pour les caisses où il n'y a pas de comptoir blindé, on dit de se conformer aux demandes des braqueurs. Cependant, pour les caisses où il y a des comptoirs blindés, on dit de se retrancher, de se soustraire au regard. Et ça a été dit à plusieurs reprises. Il y a déjà eu un autre cas à Montréal où un client a été atteint de coups de feu, cette fois-là, par des voleurs. Ça met en danger les clients qui sont dans la caisse, parce qu'à ce moment-là, ils sont la cible des voleurs. Du côté de l'Association des banques, cependant, au Canada, il y a une seule technique, et c'est d'obéir aux ordres des voleurs. Pas mettre la vie de qui que ce soit en danger. Exactement. Bon, il y a des accusations qui ont été portées à l'endroit d'un pédophile. Oui, exactement. Annie Gagnon, ça s'est passé du côté de Saint-Hubert. On peut presque parler d'un prédateur sexuel. Oui, exactement, Jean-François. 62 chefs d'accusation pèsent contre Jean-Claude Séguin, âgé de 41 ans. Il aurait agressé au moins 18 garçons âgés de 12 à 16 ans à Saint-Hubert. Ça s'est passé entre octobre 96 et avril 98. On parle ici surtout de fellation et de masturbation. Dès qu'il a senti que les policiers étaient à ses trousses, il s'est enfui vers Kingston. Et dès qu'il a senti à Kingston que la soupe chaude, il s'est enfui vers Toronto où il a fait d'autres victimes. On parle de 2 victimes à chaque endroit. Selon les policiers, Séguin attirait les garçons là, en leur offrant des joints de marijuana. Et on dit qu'il pourrait y avoir également d'autres victimes ailleurs. Au cours de sa comparution hier, Séguin a renoncé à son droit de remise en liberté, ce qui veut dire qu'il restera sous les verrous jusqu'à sa prochaine comparution le 5 mai. Et on veut le faire reconnaître comme un délinquant dangereux. Exactement. Merci, Annie. Au revoir. Au revoir, Annie. Il y a maintenant, dans les centres jeunesse, un taux de tentative de suicide assez élevé. Assez inquiétant, ces chiffres révélés par une étude menée à l'Université du Québec à Trois-Rivières en 98. Les 2 tiers des jeunes dans des centres jeunesse présentent des risques de suicide de modéré à élevé, le quart seulement élevé, et plus de la moitié ont fait des tentatives de suicide déjà. La plupart sont des filles d'ailleurs. Ce problème-là est majoritairement chez les filles. On dit que l'âge critique est 17 ans, juste avant qu'on franchisse le seuil de l'âge adulte. C'est là que les jeunes sont les plus fragiles. Et puis, Guy, dans cette étude-là, un fait très troublant, 3 jeunes qui ont relevé leur premier épisode suicidaire à l'âge de 5 ou 6 ans. Oui, alors, ça vous donne une idée là, de l'ampleur du problème. Il y a un plan d'action qui va être présenté dès jeudi. Les fameuses opérations au laser, ça a du bon, mais attention, ça a aussi des limites. Vous savez qu'il y a beaucoup de publicité, il y a beaucoup de compétitions présentant au Québec, une quinzaine de centres qui traitent environ 13 000 patients par année pour cette chirurgie qu'on appelle réfractive au laser, qui est pratiquée depuis une dizaine d'années au Québec. Cependant, les optométristes disent, attention, c'est bien beau la publicité, c'est bien beau cette opération-là, mais ça ne fait pas de miracle. Il n'y a aucune garantie que ça règle les problèmes de façon définitive. La myopie peut évoluer, ça c'est bien important de le mentionner, et évidemment, il y a la presbytie qui arrive vers l'âge de 40 ans, et ça... Veux pas. Exactement, vous le savez. Et donc, il faut être très bien conseillé avant de se soumettre à une telle opération-là. C'est ce que les gens, les optométristes voulaient dire. Et il faut s'assurer également que les visites de rappel sont incluses dans ce qu'on parle le forfait. Là, exactement. Et les prix peuvent varier énormément. Hein. Il y a beaucoup de... On parle de 1000 à quelque chose comme 4800 $. Moi, là, on a un service de maquillage là, pour être présentable le matin. Quand tu sais, la petite brosse, là... Le petit mascara, là. Le Globe and Mail de Toronto joue en parallèle, vous le voyez, ce qui s'est dit hier à Ottawa et ce qui se vit aussi en ce moment en Yougoslavie. Dans le National Post, on parle du débat d'Ottawa pendant que les bombardements continuaient de plus belle et ce qui fait dire à la presse que oui, l'OTAN maintient la pression sur Belgrade et qu'on cherche du côté de l'Alliance à relancer le rôle de l'ONU dans le règlement du conflit. Le Soleil, de son côté, nous montre une image qui a été diffusée par la télévision serbe, ce train qui était touché par les bombes de l'OTAN alors qu'on ne visait qu'un pont. Ça a fait 10 morts. Dans le Devoir, ce qu'on joue principalement, c'est le plan de concertation qui doit être dévoilé jeudi, un vaste plan conséquemment à ces données recueillies lors d'une enquête de dépistage des adolescents suicidaires en centre jeunesse. On dit que 52% d'entre eux auraient déjà tenté de se suicider. Il y a la Gazette qui fait sa une avec cette première du gouvernement du Québec qui a nommé donc la première femme noire juge à occuper ce poste. Donc c'est Madame Westmoreland Traoré. Dans le droit d'Ottawa, eh bien, c'est le sursis pour la réorganisation de l'hôpital Montfort, puisque la Cour a accepté d'ajourner jusqu'au 14 juin. Et puis, dans le Journal de Montréal, eh bien, la mort d'un jeune garçon, une artère sectionnée sous des fragments de verre, alors qu'il s'amusait avec ses amis. Ça arrive malheureusement dans les parcs, des bouteilles cassées, là. C'est ça, le prix à payer à l'occasion. On revient encore sur la Yougoslavie ce matin? Oui, le Kosovo et la démocratie. Alors, enfin, écrit Agnès Gruda dans la presse, ce n'est qu'hier, après 3 semaines de guerre,
que la population canadienne a enfin eu droit à un discours précisant les objectifs de l'intervention canadienne là-bas, les principes en cause, les risques aussi qui y sont associés. Ce qu'elle dit, c'est que le Canada a mis le pied dans un champ miné, que ses citoyens ont besoin de savoir que le chef de leur gouvernement suit la situation de près et que, dans la mesure du possible, il sait ce qu'il fait. Les atermoiements auxquels ils ont eu droit, cependant, ne justifient pas cette confiance, car pour elle, l'attitude du gouvernement chrétien crée un déficit démocratique d'autant plus grave que le rôle traditionnel des pacificateurs du Canada est en cause. Sa question, pourquoi donc le gouvernement s'est-il entêté à empêcher les communes de voter sur la question? Compte tenu, dit-elle, de la pression de l'opinion publique, il aurait recueilli un appui unanime, toute allégeance confondue. Pourquoi effectivement ne pas voter, demande de son côté le National Post, puisque le premier ministre a l'appui de l'opinion publique et qu'il a l'appui des partis d'opposition. Mais, ce que demande aussi le National Post, sans ce vote, le gouvernement a-t-il l'autorité morale d'envoyer notre pays dans cette guerre? Texte intéressant aussi de Jean Dion dans Le Devoir sur la mémoire et le devoir d'oubli devant cette folie guerrière, devant les exactions commises au nom de la patrie, de Dieu ou d'autres prétextes divers. Ce qu'il dit, c'est que oublier ne signifie pas effacer tout souvenir, mais plutôt prendre en considération les circonstances toujours complexes et passer par-dessus pour aller vers autre chose. Alors il dit que notre époque commémore beaucoup, il y a 10 ans ceci, il y avait 25 ans cela, 50 ans autre chose. Oui, nous commémorons beaucoup, mais nous faisons peu d'histoire, nous faisons peu d'histoire et en fait peu de liens. Notre époque, dit-il, est probablement, compte tenu de la somme de connaissances dont elle dispose, celle qui juge le plus le passé à la lumière de ses propres valeurs. On parle beaucoup aussi de l'ADQ et de son chef Mario Dumont ce matin. Don McPherson, dans la Gazette, d'abord, lui dit qu'à la différence avec le Parti québécois, c'est que l'ADQ demeure le parti d'un seul homme, alors que Lucien Bouchard a quand même une équipe. Michel Venn, dans Le Devoir, est bien sceptique quant à l'idée que l'ADQ pourrait supplanter le Parti québécois aux prochaines élections. Il dit que cette hypothèse de Guy Laforêt repose entre autres sur ce qu'il appelle l'affaissement du Parti québécois. Or, le PQ, à son avis, n'est pas en train du tout de s'affaisser. Il y a des textes également de Clayton Archibald dans Le Droit d'Ottawa sur les rêves de l'ADQ. Pour lui, ce n'est pas assez dans la réalité. Même chose pour Michel Auger dans le Journal de Montréal et le Journal de Québec. Dommage, dit-il, que l'ADQ ait été incapable de voir plus loin que ses frustrations de la dernière campagne électorale dans ce qu'il a proposé en fin de semaine. Il dit que le véritable défi pour l'action démocratique pour les 4 prochaines années, ce n'est pas de faire modifier le système électoral que d'imposer, de s'imposer comme une alternative sérieuse au PQ et au PLQ au plan politique, et ça, ce n'est pas encore fait. Et en dessin? En dessin, Chapelot dans la presse, le débat sans vote sur le Kosovo et aussi Garnot dans Le Devoir. Vous voyez, Garnot en ce moment, c'est l'effet bœuf de Mario Dumont. Oh. Et Chapelot dans la presse, vous voyez que M. Chrétien a d'autres chats à fouetter à ce moment-ci. Ce n'est pas le temps de les voter, dit-il, c'est le temps d'agir. Il agit avec le poivre de Cayenne. Merci beaucoup, M. Durand. Est-ce que vous faites toujours partie d'un regroupement international sur la culture? Oui. Oui? Qui vous amène à l'occasion en France? Ça m'arrive. Probablement cet été? Le nouveau Michelin. 1999. Vous me le prêtez? Je vous l'échange. Contre mon livre, La route de Paramaribo. Vous l'avez passé il y a quelques mois. Eh bien oui, c'est un nouveau guide Michelin qui vient de paraître. Pour ceux et celles qui organisent peut-être, qui prévoient un voyage en France. Et si vous arrêtez du côté de Paris, je vous verrai très bien, Serge, à bord de ce nouveau vélo-taxi. Initiative de 2 maniaques de la bicyclette, Patrick et Didier Léonhardt, L-E-O-N-H-A-R-T, et ils offrent des visites de la ville de Paris à bord de ce vélo. Ça ressemble un peu au rickshaw que l'on voit en Asie à l'occasion, mais c'est sous forme de vélo. Et donc, faites très attention parce que dans la région parisienne, ça circule. Dès que le feu passe au vert, on a l'impression qu'ils veulent nous écraser. Tellement ils ont hâte de poursuivre leur route. 7h04. Quand on dit le terme « le camp », on s'imagine qu'on a affaire toujours à des missionnaires. C'est le cas. Donc ça continue aujourd'hui et il faut que ça continue, comme nous disaient les gens hier.